Le 2 août, en Europe, marquer un contenu fabriqué par une intelligence artificielle deviendra une obligation légale. La Commission vient d'en publier le mode d'emploi. Filigrane invisible, signature à la source. Un détail gêne. Tout ce qu'on a tatoué dans un fichier numérique depuis 30 ans a fini effacé. Épisode AI Act. Marquer l'IA. Le watermark tiendra-t-il ? Chapitre 1. Le 2 août qui arrive. Bruxelles ne demande plus si on doit marquer l'IA, mais comment, et fixe une date. Reprenons la scène, parce qu'elle est concrète. Une responsable de la communication, dans un grand groupe européen, prépare une campagne. Visuel et voix de synthèse, tout est sorti d'un modèle. Le 2 août 2026, tout cela devra porter une marque. C'est l'article 50 du règlement européen sur l'intelligence artificielle, l'AI Act, qui l'impose. Ces obligations de transparence entrent en application ce jour-là. Le 10 juin, la Commission européenne a publié un code de bonne pratique pour expliquer comment s'y conformer. À moins de 2 mois de l'échéance, source la Commission elle-même sur son portail numérique. Ce calendrier n'est pas tombé d'un coup. L'AI Act s'applique par étages successifs. Tout a commencé début 2025 avec les pratiques carrément interdites. L'été suivant sont venues les règles sur les grands modèles à tout faire, et c'est en août 2026 que la transparence des contenus ferme la marche. On arrive donc au dernier étage, celui qui touche tout le monde. Parce que tout le monde, aujourd'hui, produit des images et des textes avec une machine, du stagiaire au directeur. L'article 50 coupe l'obligation en deux et la distinction est décisive. D'un côté, celui qui fabrique le modèle. Il doit rendre sa sortie détectable par une machine, glisser dans chaque image un signal qu'un logiciel saura relire. La charge pèse d'abord sur lui, à la source. De l'autre, celui qui publie. Il doit poser une étiquette visible quand il s'agit d'un deepfake ou d'un texte sur un sujet d'intérêt public. Une vidéo électorale trafiquée comme une chronique écrite par un robot, tout cela devra s'annoncer. Et dans tous les cas, l'utilisateur doit savoir quand il parle à une machine plutôt qu'à un humain. Derrière, le règlement prévoit des amendes qui se comptent en pourcentage du chiffre d'affaires mondial. Pour un grand groupe, ce n'est pas une recommandation, c'est un risque juridique chiffré. Le code, lui, reste volontaire. Signer ce texte n'invente pas l'obligation. Il offre une présomption de conformité, une façon de dire au régulateur « j'ai suivi les bonnes pratiques ». La contrainte, la vraie, c'est l'article 50 au 2 août. Reste la question qui hante tout le dispositif. Il y a d'abord l'étiquette qu'un humain lit, posée par-dessus le contenu. Vient ensuite le signal caché dans le fichier lui-même, le filigrane ou les content credentials, que seule une machine sait lire. L'idée est belle, qu'on glisse un fichier dans un logiciel et qu'il réponde tout seul. D'où vient l'image et si une machine l'a produite ? Sur le papier, l'Europe vient de créer l'infrastructure de confiance qui manquait à l'ère de l'IA générative. Sauf qu'une marque ne vaut que ce que vaut sa résistance, et une marque qu'un logiciel applique, un autre logiciel sait souvent l'enlever. Alors la vraie question n'est pas « faut-il marquer l'IA ?» Elle est plus dure que ça. Peut-on imposer par la loi une marque qui tienne quand l'objet à marquer se copie et se réécrit à l'infini ? Chapitre 2. Le poinçon quand la confiance s'effondre. Marquer pour rassurer, c'est un vieux réflexe. 7 siècles qu'on frappe le métal. La question, c'est ce qui faisait tenir la marque. Parce que cette histoire ne commence pas avec l'IA, elle commence avec l'or. Depuis plus de 7 siècles, en Angleterre, l'orfèvre qui vend une pièce d'argent doit la faire frapper d'un poinçon. C'est un bureau de garantie qui s'en charge. Un statut royal l'impose il y a plus de 700 ans, sous le règne d'Édouard Ier. Pourquoi cette mécanique lourde ? Parce que l'acheteur ne peut pas, à l'œil nu, distinguer l'argent pur de l'alliage qui brille pareil. La confiance s'était effondrée, et l'État a répondu par une marque. Regardez comment cette marque tenait, parce que c'est tout le sujet. On ne se contentait pas de tamponner la pièce. Un bureau indépendant, la Corporation des Orfèvres de Londres, testait d'abord le métal. On le frottait sur une pierre de touche pour vérifier qu'il atteignait le titre exigé, ce fameux standard sterling. Alors seulement venait le poinçon. On y ajoutait même une lettre qui changeait chaque année. De quoi dater la pièce et retrouver l'essayeur responsable. Le faussaire, lui, devait reproduire une marque officielle difficile à graver. Et s'il se faisait prendre, il risquait gros, parfois bien plus que le profit de sa fraude. C'est ça, le vrai verrou. Pas le dessin du tampon, mais le calcul du faussaire. La marque n'était que la partie visible de l'iceberg. Dessous, il y avait une autorité capable de tester le métal et de briser la pièce frauduleuse. Voilà ce qui
qui faisait sa force, bien plus que le dessin du tampon. Une marque sans autorité derrière, c'est une signature sans état civil. Jolie, mais sans valeur le jour du litige. Et ce schéma se répète chaque fois que la confiance s'effondre quelque part. Quand le marché du vin s'est noyé sous les fraudes, la France a inventé dans les années 30 les appellations d'origine. Une marque officielle, oui, mais surtout un cahier des charges et des contrôleurs qui passent dans les vignes. Toujours la même réponse. Un tiers de confiance, capable de vérifier pour de vrai et de sanctionner. Changeons de siècle pour la dernière leçon. En 1887, le Parlement britannique impose aux produits venus d'Allemagne la mention Made in Germany. L'intention était méprisante, signaler la camelote du continent. Le résultat, on le connaît tous. La marque destinée à humilier est devenue, en moins de 140 ans, l'un des labels les plus enviés au monde. Preuve qu'une marque ne dit pas la vérité toute seule. Elle finit par valoir ce que vaut, derrière elle, la réalité qu'elle désigne. Retenons la grille, parce qu'on va la braquer sur le numérique. Une marque tient à 3 conditions. Qu'elle soit coûteuse à contrefaire, qu'une autorité puisse punir le faussaire, et que le faux revienne plus cher que de jouer le jeu. Gardez ça en tête, parce que sur un fichier, ces 3 conditions s'effondrent l'une après l'autre. Chapitre 3. Le cimetière numérique. Le DVD hier, la musique avant. À chaque fois, on a marqué le fichier et la marque est partie au lavage. En 1999, l'industrie du cinéma croyait son problème résolu. Les DVD étaient verrouillés par un système de brouillage du contenu, le CSS, censé rendre la copie impossible. Un adolescent norvégien, surnommé plus tard DVD John, et quelques autres publient un petit programme appelé 2CSS. Le verrou saute, quelques lignes de code, la protection de toute une industrie par terre et le code qui circule partout en quelques jours. L'année suivante, en 2000, l'industrie musicale tente le coup inverse. Un consortium propose des morceaux protégés par filigrane audio et lance un défi public aux chercheurs, essayer de les retirer. Une équipe de l'université de Princeton, menée par Edward Felten, retire les filigranes en quelques semaines. Elle s'apprête à expliquer comment, on la menace alors d'un procès pour la faire taire. La marque, elle, était déjà morte avant l'audience. Et voici le détail qu'on oublie toujours. Quand le verrou technique a cédé, les industriels ne sont pas revenus à un meilleur verrou. Ils sont allés voir le législateur. Aux États-Unis, une loi de 1998 a rendu illégal le simple fait de contourner une protection, même cassée. Autrement dit, comme la marque ne tenait pas toute seule, on a ajouté derrière elle une autorité et une sanction. Exactement les béquilles du poinçon. Et même ainsi, ce qui a fini par calmer le piratage, ce n'est pas le verrou. C'est l'arrivée d'une offre légale plus simple que de pirater, le streaming à quelques euros par mois. La leçon est rude pour qui mise tout sur la marque. Jamais, ou presque, la technique de protection n'a gagné seule, ni contre un adolescent doué, ni contre la commodité d'une offre légale. Un quart de siècle de protection numérique raconte la même histoire. La musique d'abord, le cinéma ensuite, et toujours le même score à la fin. À chaque génération de verrous répond une génération d'outils pour les ouvrir. Aujourd'hui, retirer un filigrane d'image ne demande même plus de talent. Des services en ligne le proposent en un clic, parfois vendus comme nettoyeur de marque. Le marquage perd encore et encore. Pourquoi cette défaite si régulière? Pas par malchance, par structure. Voilà le cœur du problème. Le défenseur doit fermer toutes les portes. L'attaquant, lui, n'a qu'à en trouver une. Et il lui suffit de réussir une seule fois pour que l'outil circule ensuite partout. Une marque physique, à l'inverse, vit dans un objet qu'on ne peut pas dupliquer sans coût. Le poinçon voyage avec la pièce d'argent et fabriquer une fausse pièce coûte cher. Un filigrane numérique, lui, vit à l'intérieur d'un fichier. Or, ce fichier, on le copie à l'identique pour rien, on le recadre, on le réencode d'un format à l'autre. Chaque manipulation devient une occasion d'effacer la marque, souvent même sans le vouloir. Pire, il y a toujours le trou analogique. Filmer l'écran avec un téléphone et l'image renaît, propre, sans aucune marque. Une simple capture d'écran suffit d'ailleurs à effacer la plupart des métadonnées. Alors quand l'Europe demande d'embarquer un signal dans les sorties d'une IA, elle hérite de ce passé-là, sans toujours le dire. Le contenu généré par intelligence artificielle est le fichier le plus copiable et le plus modifiable qu'on ait jamais produit. C'est exactement le terrain où le marquage a toujours échoué. La loi peut l'exiger. La physique du fichier, elle, n'a pas changé d'avis. Chapitre 4. 2 architectures, 2 paris. Tatoué après coup ou signé dès la naissance. Pas de réglage d'un même outil, mais 2 mondes. Tout n'est pas perdu et c'est là que ça devient intéressant pour un décideur, parce qu'il existe 2 façons radicalement différentes de marquer et la loi les range sous le même mot à tort.
La première, c'est le filigrane posé pendant la fabrication du contenu. On génère une image et on cache dans ses pixels un motif imperceptible à l'œil mais lisible par un détecteur. C'est l'approche de SynthID, l'outil présenté par Google en 2023, étendu depuis au texte et à l'audio. Plus malin qu'un vieux filigrane, certes, mais avec deux faiblesses dures. D'abord, le détecteur appartient à celui qui a posé la marque. Un tiers ne peut donc pas vérifier librement. Concrètement, pour authentifier une image, il faut souvent repasser par le portail du fabricant. Un juge, un journaliste, un concurrent n'ont pas la clé. Ensuite, le signal s'affaiblit dès qu'on retravaille sérieusement le contenu. Et sur un texte court, il n'y a presque rien où cacher la marque. C'est le pari fragile, posé modèle par modèle. La seconde approche renverse la logique. Au lieu de cacher une marque dans le contenu, on signe son origine au moment de sa création, comme un acte notarié scellé qu'on attache au fichier. C'est le standard C2PA, les Content Credentials, porté depuis 2021 par une coalition qui réunit Adobe, Microsoft et beaucoup d'autres. Dans le détail, le fichier transporte un manifeste signé. Il consigne l'origine du fichier et la liste des retouches qu'il a subies, chacune datée, comme un carnet de santé contresigné à chaque étape. Et ça commence à descendre dans le matériel. Fin 2023, Leica a sorti le premier appareil photo qui signe l'image dès la prise de vue, dans le boîtier. D'autres fabricants ont suivi. La signature est scellée par cryptographie, donc bien plus dure à falsifier en douce. Mais cette belle armure a, elle aussi, son talon d'Achille. La signature est attachée au fichier, pas fondue dans l'image. Republiée sur une plateforme qui nettoie les métadonnées, et le certificat se détache du contenu qu'il devait protéger. La parade consiste à ajouter une empreinte du contenu pour retrouver sa trace même séparée. Mais on alourdit alors un édifice déjà compliqué. Voilà le vrai partage, et il est économique avant d'être technique. Le filigrane fragile, c'est une rustine que chaque éditeur pose dans son coin. La provenance signée, elle, est une infrastructure. Elle ne vaut quelque chose que si toute la chaîne joue le jeu. De l'appareil qui prend la photo jusqu'au réseau social qui l'affiche, chaque maillon doit transmettre le sceau au lieu de l'écraser. Et c'est là que ça coince. Personne ne capte seul le bénéfice, donc personne ne veut payer le premier. Les agences de presse commencent à afficher ces Content Credentials sur leurs photos. Une petite icône et l'on déroule l'historique de l'image, son origine et ses retouches. Le geste est élégant, mais tant que les grandes plateformes grand public ne suivent pas, le saut s'arrête à la première porte. Or, la plupart compressent et nettoient les fichiers par défaut. Et au milieu trône un mur que personne n'a résolu. Quand une image est à moitié réelle, à moitié retouchée par une IA, que veut encore dire contenu généré par intelligence artificielle? À partir de quel pourcentage de machines faut-il poser la marque? La loi tranchera dans le flou, mais la technique, elle, ne sait pas encore où passe la frontière. Chapitre 5. La grille de l'acheteur et du citoyen. Une marque qu'un logiciel retire en un clic, faut-il lui faire confiance? Et à qui profite vraiment l'obligation? Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça, qu'on dirige une entreprise ou qu'on lise simplement l'actualité? D'abord, on arrête de confondre l'étiquette et la preuve. Une marque qu'un logiciel applique et qu'un autre retire n'est pas une garantie. C'est un signal, utile tant qu'il est là, totalement muet dès qu'il a sauté. La bonne question à poser à un fournisseur n'est donc pas « est-ce que vous marquez vos contenus ?» Elle est plus précise. Comment et qu'est-ce qui survit à une simple capture d'écran? Si le commercial ne sait pas répondre, vous avez votre réponse. Exigez aussi de savoir ce qui se passe quand le fichier quitte vos murs, recadré ou republié ailleurs. C'est là, hors de chez vous, que la marque vit ou meurt. Prenez le cas très concret d'un service communication au 2 août, il devra tracer ce qui sort de ses propres outils et distinguer ce que la loi lui impose comme producteur de ce qu'elle lui impose comme diffuseur. Quand l'agence livre un visuel, qui garantit qu'il est marqué et selon quel standard? Et si un sous-traitant le retouche, le sceau survit-il? Ces questions-là ne se règlent pas la veille de la publication. Ce n'est pas un sujet de pure technique, c'est un sujet de gouvernance et de responsabilité qui remonte au juridique et à la direction générale. Ensuite, on regarde froidement qui l'obligation contraint vraiment. Une loi sur le marquage mord sur les acteurs honnêtes, ceux qui sont dans le périmètre du droit européen et qui ont quelque chose à perdre. Le studio sérieux marquera, la grande plateforme aussi. Celui qui fabrique de la désinformation, lui, n'allumera jamais le filigrane ou l'effacera d'un geste. C'est le paradoxe au cœur du dispositif. La marque rassure sur le contenu déjà à peu près fiable et reste absente là où le danger est réel. Il y a même un effet pervers à surveiller. Le jour où le public croit que tout contenu vrai porte une marque, il devient facile de balayer une vraie image gênante d'un revers de main en la disant fabriquée. Le faux sentiment de sécurité marche dans les deux sens. Pour le citoyen, la règle tient en une phrase. Une marque présente est un indice, jamais une preuve. Son absence, elle, ne prouve rien non plus. Et pourtant, ne jetons pas l'obligation trop vite. Sans contrainte légale, personne ne déploie l'infrastructure lourde de la provenance signée. Elle coûte cher et ne rapporte qu'à plusieurs. Le poinçon de l'orfèvre non plus n'est pas né d'une bonne volonté spontanée. Il est né d'une loi et d'une autorité capable de punir. L'Europe parie
parie qu'en imposant le marquage, elle forcera toute la chaîne à se doter d'une provenance sérieuse, comme la mention Made in Germany a fini par produire de la qualité réelle. C'est un pari de long terme et il est défendable. Le signal à guetter, dans les mois qui viennent, n'est donc pas la date du 2 août. C'est le jour où la provenance sera signée au capteur, dans l'appareil qui prend la photo, et non tatouée après coup au montage. Ce jour-là, la marque cessera d'être une rustine pour devenir un acte de naissance du fichier. D'ici là, retenez la leçon de 7 siècles de poinçons et d'un quart de siècle de verrous cassés. Une marque ne tient jamais par elle-même, elle tient par l'autorité qui la défend et par le coût qu'il y a à la falsifier. La loi européenne fournit l'autorité, reste à savoir si la technique fournira le coût. Vous écoutiez AI Act, marquez l'IA, le watermark tiendra-t-il? Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.